Merci de nous accueillir chez vous, à Charlesbourg. On a une magnifique salle. On était très bien accueillis. Alors, merci de nous recevoir ici. Merci aussi aux gens en ligne qui se sont branchés et qui continuent de le faire. On a eu à peu près en ligne 97 inscriptions. Puis à peu près une soixantaine, là, on peut penser qu'il y a à peu près une soixantaine de personnes là, qui vont se présenter ce soir. Alors, merci. Alors, mon nom, c'est Anne Pelletier. Je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Montréal. Non, excusez-moi. Ah, les Canadiens d'hier m'ont rendu là. Ils ont perdu, je pense, par exemple. Ah non, ils ont gagné. Ils ont gagné? Ah, les partisans comprendront le lapsus. Alors, je travaille pour la Ville de Québec avec grande fierté et je suis conseillère en consultation publique. Alors, la conseillère en consultation publique, elle préside la rencontre et s'assure aussi de la gestion du temps et de la répartition des droits de parole des citoyens qui sont en salle, mais également qui sont en ligne. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, je vous informe également que la séance est enregistrée ainsi que la présentation. Vous pourrez la visualiser nombre de fois ou la faire parvenir à vos voisins ou à vos locataires. Elle sera en ligne dès demain sur le site Web de la Ville. Alors, vous pourrez la revisionner sans souci. Alors, l'objectif de la soirée ce soir, nous voulons vous présenter le programme d'élimination du plomb dans l'eau potable ainsi que les techniques de dépistage en plus de répondre à vos questions. Alors, je vous présente les personnes qui m'accompagnent ce soir. Alors, nous avons d'abord Mme Christine Beaulieu, qui est chimiste et directrice de division de la qualité des eaux et des laboratoires. Bonsoir. Elle est accompagnée de sa collègue Mme Christelle Brouillette, ingénieure. Bonsoir. Et M. Jérémy Larouche, chimiste. Bonsoir. Alors, on a des spécialistes ce soir pour répondre à toutes questions qui pourraient être posées. Ils sont assez bons. Et si jamais on ne réussissait pas, ce qui m'étonne, mais on prend en note votre nom, vos coordonnées, puis on vous rappelle dans les prochains jours. Et aussi, nous sommes accompagnés d'une super équipe de techniciens là, à l'arrière qui rendent cet événement en hybride possible. Alors, merci à vous. En ligne, nous avons aussi Sayana Kuyuang qui va m'aider tout à l'heure pour faire la gestion des droits de parole pour les personnes en ligne. Comment on a fait pour vous rejoindre? Alors, au niveau des invitations, la plupart d'entre vous avaient reçu un avis d'invitation, un petit carton par poste, alors par le courrier Poste Canada. Alors, on voulait être certain de rejoindre les propriétaires des maisons et des bâtiments ciblés. On a aussi la publicité sur le site Web de la Ville de Québec. Au niveau du déroulement, c'est assez simple. Les spécialistes vont faire la présentation et après, vous pourrez poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur le déroulement? Est-ce que ça convient? Oui? Parfait. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Christine. Donc, bonsoir à tous. Dans un premier contact, je voulais vous remercier chaleureusement de vous être présentés et de participer à cette séance d'information-là qui est bâtie, préparée, pensée pour vous. Puis on cherche vraiment à faire, dans le fond, un rapport, un contact avec vous pour pouvoir établir un partenariat, pour pouvoir répondre à vos préoccupations puis à toutes les questions qui pourraient être soulevées par l'application puis le déploiement du programme d'élimination du plomb dans l'eau potable. J'aimerais aussi souligner le fait que j'ai deux autres collègues qui sont parmi vous, deux personnes quand même d'importance. Donc, j'aimerais vous souligner la présence de ma collègue Sharon Baker, qui est à la table à l'accueil, que vous pourrez aller voir à la fin de la rencontre, parce qu'on a quand même amené certains échantillons pour des pichets filtrants et ainsi de suite. Et aussi, en même temps, si vous avez des questions, que vous voulez avoir un petit peu plus de retour de notre part, bien, pour pouvoir lui laisser vos coordonnées. Ensuite, j'ai mon collègue aussi, Guillaume Couillard, qui est contremaître au niveau de l'équipe des travaux publics et qui est vraiment un des responsables, dans le fond, de tout ce qui est des processus de remplacement des branchements de services. Donc, qui a vraiment, je dirais, à cœur tout ce qui se passe là, sur le réseau d'aqueduc. Donc, encore une fois, un gros merci. Nous, c'est sûr que notre mandat ce soir, c'est de pouvoir répondre à vos interrogations, mais c'est aussi de venir vous recontextualiser le pourquoi que le programme d'élimination pour le plomb est réalisé. Dans un premier temps, c'est qu'on a des objectifs réglementaires qui vont vous être expliqués par mon collègue tout à l'heure. Mais il y a un autre élément aussi, c'est que notre deuxième mandat, c'est de rassurer la population. Parce qu'on s'entend que d'avoir un branchement en plomb non conforme, ça peut être, dans une certaine mesure, inquiétant, préoccupant. Puis dans cette perspective-là, le
profil qu'on fait cet été avec le dépistage, c'est de permettre justement de vous valider si la situation est conforme ou non pour votre résidence et vous permettre de pouvoir consommer en paix, en toute conscience, l'eau qui vous est distribuée à votre robinet. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue pour qu'il puisse aborder les prochaines minutes les notions relatives au programme. Merci beaucoup, Christine. Donc, je vais commencer par vous présenter les exigences réglementaires qui nous amènent, qui ont mené à la naissance du programme d'élimination du plomb dans l'eau potable. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est parce que la norme pour le plomb a changé depuis plusieurs années. En fait, ça fait très longtemps que le plomb est un paramètre qui est suivi dans l'eau potable au Canada. Depuis 1984, le plomb fait partie des paramètres qui sont suivis de façon obligatoire dans le règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec. En 1984, la norme qui avait été décidée était de 50 microgrammes par litre. Donc, l'état des connaissances a avancé, l'état de la science aussi, les techniques pour purifier l'eau également. Puis, on a décidé de diminuer en 2001 la norme à 10 microgrammes par litre. Les choses ont encore évolué, on a fait d'autres recherches, il y a d'autres études qui sont sorties, puis on est arrivé encore aujourd'hui à un constat, c'est qu'il n'y a pas vraiment de seuil minimal, ou de seuil maximal, je dirais, à partir duquel c'est sécuritaire d'avoir du plomb dans l'eau potable. Donc, on tend plutôt vers un désir de l'éliminer complètement, de s'en débarrasser pour en avoir le moins possible. Suite à des recommandations de Santé Canada en ce sens-là, à la fin des années 2010, le gouvernement du Québec a décidé de diminuer à nouveau la norme pour le plomb pour l'amener à 5 microgrammes par litre. Puis on voit que la tendance va dans le sens que ça va aller encore en diminuant avec les années. Donc, dans cette perspective-là, la Ville de Québec a pris la décision de mettre en place un programme pour se débarrasser du plomb dans l'eau potable. Donc, les objectifs du programme d'élimination du plomb dans l'eau potable, c'est d'abord de remplacer les canalisations en plomb qui lui appartiennent, afin d'éliminer le plus possible le plomb dans l'eau. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux sorties de l'usine, lorsque l'eau pénètre dans la canalisation, il y a très peu de plomb. En fait, il y en a tellement peu, on est à environ 50 fois en dessous de la norme maximale permise. Donc, le plomb, il ne vient pas de l'eau qui est desservie par les usines. Là où il peut se charger en plomb, c'est plus tard dans la canalisation, si la canalisation contient du plomb. Donc, l'objectif du programme, c'est de trouver les endroits où il y a du plomb et d'éliminer ces tuyaux-là afin de minimiser le contact avec le plomb. Le deuxième point du programme, c'est d'interdire les branchements en plomb. Donc, la Ville a adopté à cet effet-là le règlement RVQ 2884 qui interdit la présence d'un branchement en plomb sur son territoire, tant du côté privé que du côté public. Et le troisième objectif du projet, c'est un objectif de contrôle de la corrosion à l'intérieur du réseau. L'idée derrière cet objectif-là, c'est que si jamais à certains endroits, une fois qu'on va avoir fait le ménage, qu'on va s'être débarrassé le plus possible de tous les tuyaux qui contiennent du plomb, s'il reste des traces de plomb, on va ajouter à l'eau un agent anti-corrosion qui va faire en sorte que s'il y a du plomb, il va rester dans la tuyauterie, il ne passera pas dans l'eau, et donc on n'en consommera pas en buvant de l'eau. Cependant, cet objectif-là, c'est un objectif à plus moyen terme, parce que, évidemment, si on met des agents de corrosion, le plomb ne passe plus dans l'eau, et à ce moment-là, nous, on ne le détectera pas. Donc, on ne serait pas en mesure de trouver à quel endroit il y a du plomb. Donc, dans un premier temps, on veut faire l'inventaire, trouver où il y a des tuyaux en plomb, les enlever le plus possible, et ensuite passer à un programme de protection contre la corrosion. Donc, pour faire un bref état de la situation actuelle, donc, comme je le disais, la concentration moyenne en plomb au niveau de l'eau traitée à la sortie des usines est négligeable. On parle environ de 0,1 microgramme par litre en moyenne, ce qui est 50 fois en dessous de la norme maximale permise. Donc, c'est très, très faible. Le plomb, il provient surtout des branchements d'eau potable. Donc, la partie qui relie la conduite principale d'eau d'aqueduc, qui est généralement dans le milieu de la rue, et qui l'amène jusqu'à la résidence, jusqu'au bâtiment. Donc, c'est cette partie-là, souvent, qui peut être en plomb. Puis, à ce moment-là, l'eau, au passage à l'intérieur de cette tuyauterie-là, se charge en plomb et c'est là qu'on en détecte au niveau de la consommation. La Ville estime en ce moment à environ 2500 le nombre de branchements d'eau potable en plomb sur son territoire.
Ce nombre-là inclut la partie publique et la partie privée des branchements d'eau potable. Et ce chiffre-là est basé sur les analyses qui ont été réalisées au cours des dernières années, les dépistages qui ont été faits depuis le début du programme. Autre chose qui est intéressante de savoir, c'est qu'en 1980, il y a eu un règlement qui a été passé qui interdit l'utilisation du plomb comme matériau pour la plomberie d'aqueduc. Donc, après 1980, tout ce qui a été construit, on est sûr qu'il n'y a pas de plomb dedans. Donc, ce qu'on se concentre, c'est ce qui a été construit avant 1980. Puis, nos chiffres de dépistage jusqu'à présent montrent qu'il y a vraiment, vous pouvez le voir à l'écran, une distribution importante, une différence importante selon la décennie de construction de la probabilité de trouver du plomb. En fait, ce qu'on voit, c'est que la décennie où on trouve le plus de plomb, c'est les maisons qui sont construites entre 1940 et 1950, donc durant la Deuxième Guerre mondiale, où les matériaux comme le fer et le cuivre étaient surtout utilisés à des fins des efforts de guerre, et donc il y avait une plus grande utilisation du plomb dans les matériaux de construction. Après la décennie de 1940, la probabilité de trouver du plomb dans les branchements domestiques chute drastiquement jusqu'à 1970 à 1979, où là, on est à moins de 0,5 % et après 1980, bien là, il n'y en a plus. Globalement, on a environ un taux de 6 % de positifs dans les dépistages où on trouve une section de branchement en plomb. Puis, c'est ce qu'on essaie de trouver avec les dépistages. Je vais maintenant passer le micro à ma collègue Christelle qui va vous parler des travaux de dépistage et de remplacement. Dans le fond, on va essayer de passer à travers différentes questions, les questions qui sont le plus posées à travers le projet. En espérant que ça réponde aussi à vos questions, puis comme on l'a dit par la suite, là, on pourra répondre à des questions plus individuelles. On va passer à travers justement, est-ce que toutes les propriétés de la Ville de Québec sont dépistées? Jérémy l'a déjà mentionné, on va juste aller mettre des petites spécifications. D'où provient le plomb dépisté? On va vous montrer des fois par schéma, là, Jérémy l'a bien expliqué, mais des fois peut-être des termes pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Comment on fait également pour dépister le plomb dans votre résidence? Est-ce que la Ville peut effectuer un dépistage à l'année? Est-ce que votre propriété sera dépistée cette année? C'est pour ça sûrement que vous êtes venu en grande partie. Quoi faire si justement on découvre un branchement à plomb? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Quels remplacements qui sont prévus cette année en 2026? Et aussi les bonnes habitudes là, de consommation d'eau qu'on va terminer par ça. Donc, comme l'a mentionné Jérémy, dans le fond, on se concentre vraiment sur les propriétés d'avant 1980. Pour faire ça, nous, on a pris la Ville de Québec puis on l'a divisé en 366 secteurs, là, seulement pour que ce soit plus facile pour la planification et le dépistage. Par contre, c'est possible qu'on dépiste des maisons après 1980 si c'est des reconstructions. On a vu malheureusement dans le passé des fois des maisons qui dataient, qui ont été démolies, qui ont été reconstruites, puis malheureusement le branchement n'a pas été refait. Donc, si nous, on n'a pas cette information-là, c'est possible qu'on retourne dépister ces propriétés-là, mais c'est quand même une minorité. Sinon, pour la particularité de votre secteur de Charlesbourg, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé beaucoup de plomb, là, puis ça, on peut le voir à cause des années de construction des maisons, entre autres. Là. Comme les maisons sont un peu plus récentes, bien, il y a un peu moins de plomb, fait que c'est quand même un point positif pour votre secteur. C'est pour ça que depuis l'année passée, on a testé une nouvelle méthode statistique qui est éprouvée par l'association du Lead and Copper Rule, dans le fond, qui permet de dépister un nombre restreint de maisons, mais de s'assurer que malgré qu'on ne dépiste pas 100% des maisons, que les chances d'avoir du plomb encore dans le reste des propriétés est vraiment très faible. Dans le fond, grâce à ça, on peut dépister beaucoup plus de maisons sur un plus grand secteur, puis le faire plus rapidement. C'est vraiment, on s'est assuré, on l'a testé l'année passée dans une dizaine de secteurs, puis ça a très bien fonctionné, donc on va continuer avec cette méthode-là pour cet été. Par contre, si vous avez reçu l'avis, justement, c'est que votre maison a été sélectionnée, puis qu'on va faire le dépistage là, à votre propriété. Donc, d'où provient le plomb? Là, comme Jérémy l'a mentionné tantôt, à la sortie des usines, il n'y en a pas, c'est vraiment le contact des matériaux. Pour vous montrer, ici, c'est vraiment la canalisation qu'on trouve là, dans la rue principale. Celle-là, on l'a avec différentes données qu'on avait corporatives. Là, on sait que ces conduites-là ne sont pas en plomb, qui n'ont pas de présence de plomb dans ces conduites-là.
Donc, ce qui nous reste à valider pour le projet, c'est vraiment la section qui s'en va jusqu'à votre propriété. Fait que vous avez ici la partie publique, dans le fond, qui est une possibilité d'avoir du plomb, et la partie privée également. Et également l'entrée d'eau, qui est la continuité. Donc, c'est les endroits possibles qui peuvent avoir du plomb. Et il y a une possibilité aussi parfois des accessoires de plomberie ou de robinetterie qui pourraient aussi là, émettre du plomb dans votre eau. Sinon, comment on fait justement pour dépister si vous avez du plomb? Bien, on a deux techniques principales. Fait qu'on a le prélèvement séquentiel d'eau. Dans le fond, ça, c'est qu'on va faire un prélèvement, habituellement votre robinet de cuisine, pour justement voir avec une certaine séquence d'échantillons pour voir où se trouve le plomb. Et on a aussi l'hydroexcavation combinée en inspection intérieure qui va nous permettre de voir le matériau. Fait qu'une hydroexcavation, c'est on fait un trou d'environ 1 pied de diamètre jusqu'aux conduites. Donc, ici, comme ça, on va faire un trou sur la partie publique, la partie privée, dépendamment de l'information qui manque à votre dossier. Et on va faire également une inspection visuelle à l'entrée d'eau, donc pour savoir quel matériau qu'on trouve. Plus en détail maintenant, comment le prélèvement séquentiel, ça fonctionne. Comme je dis, habituellement, on essaie de le faire au robinet de cuisine, au robinet où vous consommez de l'eau. C'est possible évidemment de le faire à l'extérieur si vous n'êtes pas disponible, si ce n'est pas possible. C'est une possibilité qu'on offre également pour essayer d'avoir justement facilité le plus possible ces prélèvements-là au courant de l'été. Comment vous allez être avisé? Dans le fond, on va vous aviser avec un avis porte-à-porte. Donc, un peu le même style d'avis que vous avez reçu pour la séance ce soir. Environ quelques jours, 2 à 3 jours avant, vous allez recevoir ça pour dire qu'on s'en vient dans votre secteur, qu'on s'en vient dans votre rue. Si vous n'êtes pas disponible ou autre, il y a possibilité aussi de prendre des rendez-vous qui sont planifiés. Puis, ça se peut également que vous ayez une prise de rendez-vous par téléphone pour différentes raisons. Le prélèvement va prendre environ une quinzaine de minutes. Donc, comment ça fonctionne? On va prendre un prélèvement d'1 litre en arrivant. Par la suite, on fait une purge, donc on laisse couler l'eau pendant 5 minutes et on prend un autre prélèvement. Par la suite, dans le fond, les employés de la Ville vont rapporter ces échantillons-là au laboratoire. Ils vont être analysés, puis vous allez recevoir une lettre par la suite pour vous indiquer si le branchement est conforme ou non. Habituellement, ce délai-là, on se laisse jusqu'à un délai de 60 jours ouvrables pour transmettre la lettre. En début de saison, habituellement, c'est quand même un peu plus court. C'est plus avec la saison qu'on le délai avance un petit peu plus, c'est un peu plus long. Puis ça, bien, vous n'avez pas de frais à débourser, c'est aux frais de la Ville. Au niveau des hydroexcavations, même principe, vous allez recevoir un avis environ une dizaine de jours avant. Il y a un trou qui va être fait. Vous voyez là, les images qui démontrent quand même bien, ça ressemble à quoi? Comme je disais, c'est un diamètre d'environ d'1 pied, qui est un trou qui est fait jusqu'à la conduite. Donc, on fait le trou, on valide l'information, on valide le matériau immédiatement sur le terrain. Donc, on sait quel type de matériau, dans quel type de matériau est votre branchement. Et vous allez recevoir une lettre pour confirmer s'il y a du plomb seulement. Et tout ça, lorsqu'on est capable d'aller dans la résidence, on va également l'accompagner d'une inspection du matériau qui est à l'entrée d'eau. Sinon, comme vous avez vu, le premier prélèvement, c'est une durée de 15 minutes, qui est comme un prélèvement qu'on appelle plus rapide. Si pour une raison, ce prélèvement-là, il n'a peut-être pas été tout à fait avoir des résultats qu'on s'attendait, ou si on voit des fois aussi peut-être une présence de plomb, il va falloir retourner, puis là, à ce moment-là, on va faire un prélèvement qui est un peu plus long, c'est-à-dire un prélèvement d'environ 45 minutes. Ça n'arrive pas souvent, c'est vraiment pour confirmer des fois certains éléments qu'on veut, comme s'il y a de la présence de plomb, mais pour ça, on va vraiment prendre une prise de rendez-vous avec vous. Et là, la grosse différence, c'est qu'il y a une période de stagnation de l'eau. Fait que pendant 30 minutes, on ne peut pas prendre de l'eau. Et par la suite, on va faire un prélèvement séquentiel, donc vraiment plusieurs bouteilles pour nous indiquer à quel endroit, s'il y a du plomb, il se trouve. Donc, dans la partie privée, dans la partie publique et tout ça. Puis suite à ça, c'est le même principe. On va analyser on va ramener les échantillons au laboratoire. Ça va être analysé, puis vous allez recevoir de la même façon une lettre également pour confirmer ou non s'il y a du plomb dans vos branchements. Sinon, quelle technique sera utilisée pour votre propriété? Bien, la technique de dépistage est vraiment à la discrétion de la Ville. Par contre, ce qu'on privilégie, c'est tout ce qui est 3 logements et moins. Donc, unifamilial, jumelé, duplex, triplex. Habituellement, on essaie d'y aller avec le prélèvement.
Puis tout ce qui est 4 logements et plus ou du non résidentiel, on y va habituellement avec l'hydroexcavation. Chacune des techniques a des avantages et des inconvénients. Au niveau du prélèvement, bien justement, quand on fait le prélèvement long, le prélèvement plus séquentiel, bien là, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser d'eau pendant 30 minutes, sinon il faut recommencer. Également, les délais de résultats d'analyse, comme je disais, ça peut aller quand même jusqu'à 60 jours, dépendamment de la période de l'été. Par contre, les résultats sont très précis. On peut vraiment aller voir est-ce que le plomb est dans la partie privée ou dans la partie publique. Et également, c'est plus économique que l'hydroexcavation. Au niveau de l'hydroexcavation, les désavantages, bien sûr, bien, ça fait le prix dans l'aménagement. C'est également plus coûteux que le prélèvement. Par contre, le résultat là, est rapide. Là, immédiatement, on voit le matériau qui s'y trouve. Et durant toute la période de l'hydroexcavation, là, on peut utiliser de l'eau. Au niveau du dépistage, malheureusement, le dépistage ne peut pas se faire à l'année longue. Selon le règlement sur la qualité de l'eau, les prélèvements peuvent se faire de juillet à septembre, donc pour être sûr que la température de l'eau soit adéquate. Par contre, nous, on prend la température de l'eau à tous les jours à différents points d'eau dans la ville de Québec. Fait qu'on peut allonger cette période-là. Dès qu'on atteint un 13 degrés de température d'eau, on peut déjà commencer les prélèvements. Fait habituellement, vous voyez la petite zone assurée. Habituellement, là, dès la fin mai jusqu'à la fin octobre, on est capable de faire des prélèvements d'eau dans les résidences. Au niveau des hydroexcavations, dans le fond, c'est dès la fonte des neiges. Donc, habituellement, de avril à novembre, c'est possible de faire des hydroexcavations. Donc, pour la planification de cet été, comme je disais, si vous avez reçu le pamphlet, normalement, c'est votre propriété sera dépistée cet été. Si des fois vous voulez vous en assurer, sur le site de la Ville, dans les consultations publiques, il y a toute la liste des adresses. Fait que vous pouvez aller voir là, si votre propriété est vraiment concernée par le projet. Donc, à Charlesbourg, on compte dépister 1500 propriétés cet été. Au niveau de la cité Limoilou, on parle d'un 1300 propriétés. Et au niveau de la Haute-Saint-Charles, on va dépister environ 750 propriétés au courant de la période estivale. Si on se concentre sur Charlesbourg pour aujourd'hui, dans le fond, le nombre de propriétés qui est touché dans ces secteurs-là, on parle d'un 5000 propriétés. Et le nombre de propriétés qu'on va dépister, on parle d'un 1500. Vous voyez le petit graphique là en vert et en rouge. Dans le fond, tout ce qui est en haut de 1955 est en vert, donc la probabilité de plomb est dans les 1 %. Puis dès qu'on descend en bas de 1955, là, on est plus dans une moyenne de 8-9 %. Fait on voit que la grande majorité est en vert, puis c'est pour ça justement qu'on est capable d'y aller avec des méthodes statistiques et de ne pas dépister à 100 % des propriétés et quand même d'avoir une bonne probabilité d'avoir très peu de plomb dans votre secteur. Les 4 quartiers impactés à Charlesbourg, on parle des Jésuites, le quartier 4-2, quartier 4-3 et Notre-Dame-des-Laurentides. Il y a la planification quand même au niveau qu'on essaie de faire et qu'on essaie de plus de respecter également dans l'été. Donc, normalement, dès le début juin, on devrait commencer par le quartier des Jésuites, par la suite dans le quartier de 4-3, quartier de 4-2, puis on devrait finir au mois d'août dans le quartier de Notre-Dame-des-Laurentides. Là, moi, c'est la carte interactive qui me dit ça. Malheureusement, je sais qu'on a eu la question l'année passée, mais je ne sais pas. On pourrait fouiller. On peut, mais trouver, je pourrais essayer de trouver les rues qui correspondent, là, mais effectivement, il faudrait que je trouve les anciens noms de quartier, mais c'est plus ça qui existe. À tout le moins, c'est entre la mi-juin puis la fin juillet. C'est quelque part dans les points, là. C'est ça. On essaiera de trouver les anciens noms. Sinon, en ce qui concerne les remplacements de branchements publics qui sont prévus pour l'été 2026, donc on a environ une cinquantaine de remplacements là, qui sont prévus cet été, répartis en grande majorité dans la cité Limoilou. On parle d'environ une cinquantaine de branchements, Beauport 3, puis Charlesbourg, bien, selon nos statistiques, il y en a moins. Fait qu'il y en a un qui est prévu pour l'instant cet été à remplacer au niveau public. Sinon, je vais repasser la parole à mon collègue Jérémy. Merci, Christelle. Dans le fond, on va parler un petit peu plus de ce qui se passe après le dépistage. Là, si jamais il y a du plomb et qu'il y a un arbre sur votre propriété qui est dans la zone des travaux, qu'est-ce qui va se passer? Bien, à ce moment-là, s'il y a un arbre à proximité, c'est la foresterie urbaine qui va s'occuper d'analyser le dossier. Ils vont faire une inspection détaillée de l'arbre ou des arbres qui sont concernés. Ils vont vérifier l'impact des travaux.
vérifier si ce serait possible de conserver l'arbre ou si le fait de creuser pour faire le remplacement va malheureusement endommager les racines de telle sorte que l'arbre ne survivra pas de toute façon. Et advenant le cas que ce ne soit pas possible de sauver l'arbre, ils vont planifier l'abattage. Puis, ils vont s'assurer aussi de remplacer l'arbre après que les travaux soient terminés. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on regrette. C'est un arbre qui est rendu très gros, qui est en maturité, qui est centenaire. Peut-être on est toujours déçu de devoir l'abattre, mais considérant que la présence de plomb est un risque pour la santé humaine, on n'a malheureusement pas de risque à prendre à ce niveau-là. Maintenant, quoi faire si jamais vous avez un branchement en plomb? Donc, la Ville offre aux citoyens, quand on dépiste un branchement en plomb, un pichet filtrant de type Brita avec un filtre qui élimine le plomb dans l'eau. Donc, en utilisant ce pichet-là, c'est possible de continuer à consommer l'eau en évitant d'être exposé au plomb. Si jamais le plomb est du côté du branchement public, c'est la Ville qui va se charger de faire le remplacement dans les 4 années suivant le dépistage. Si jamais le plomb est du côté privé, à ce moment-là, le propriétaire va avoir 4 ans pour faire le remplacement. Puis, il est éligible il doit faire une demande de permis à ce moment-là, et il est éligible à une subvention allant jusqu'à 2 500 $ pour aider à couvrir le coût des travaux de remplacement. Juste pour vous aviser aussi, si jamais il y a à la fois du plomb du côté privé et du côté public, à ce moment-là, on vous recommande d'attendre que les remplacements soient faits du côté public avant de faire les remplacements du côté privé. Pour diverses raisons, parce que parfois, au niveau du remplacement, ça peut causer des vibrations qui vont détacher des morceaux, qui vont faire en sorte que ça va migrer. Donc, si le remplacement a déjà été fait du côté privé, puis qu'on vient bouger les choses du côté public, il pourrait y avoir des morceaux qui migrent du côté privé, puis à ce moment-là, on n'élimine pas la contamination, malheureusement. Vous pouvez aussi vous mentionner, on s'est déjà fait demander plusieurs fois par le passé si c'est possible à ce moment-là de coordonner le remplacement du côté public et du côté privé, vu que la Ville va déjà être là, c'est plus facile si l'entrepreneur vient pour creuser en même temps. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est possible. On l'a essayé par le passé, mais ce qui se passe, c'est que vu que les équipes des travaux publics qui font les remplacements, c'est aussi celles qui sont appelées à agir en cas d'urgence, en cas de bris sur le réseau, en cas de travaux majeurs qui doivent être faits. Bien, ça se peut que la journée que c'est prévu de creuser, puis que l'entrepreneur y attend après ça, bien, eux autres, ils ont une urgence, puis ils doivent aller ailleurs, puis là, à ce moment-là, bien, ça cause des retards au niveau de l'entrepreneur. C'est un cauchemar d'organisation puis de logistique. Donc, pour cette raison-là, on n'est pas en mesure de le faire. Après le remplacement, on recommande de retirer les aérateurs des robinets d'eau de consommation. L'aérateur, c'est le petit filtre qu'il y a au bout du robinet, et vous pouvez voir une image à l'écran. Puis de laisser couler l'eau pendant 20 minutes à grand débit pour vraiment purger toutes les particules qui pourraient s'être retrouvées prises dans le tuyau, s'en débarrasser, puis s'assurer qu'après ça, il n'y en a plus dans la tuyauterie. On vous recommande également de rincer l'aérateur. Pour ça, vous pouvez le retourner, puis laisser couler l'eau à contresens dedans pour enlever les petites particules qui pourraient être prises, qui va éviter que l'eau, après ça, quand elle va passer, va être en contact avec des particules de plomb, puis va continuer à vous contaminer, même s'il n'y en a plus dans votre, dans votre branchement. On va terminer avec les bonnes pratiques en matière d'eau potable. Vous voyez en ce moment à l'écran un code QR que vous pouvez scanner avec un téléphone intelligent. Il y a également le lien pour la même chose sur le site web de la Ville qui va vous amener vers un formulaire d'autodépistage. Donc, les branchements en plomb ont des propriétés qui font en sorte que, au niveau de l'entrée d'eau, si l'entrée d'eau est en plomb, c'est très facile de reconnaître du plomb du cuivre. Donc, il y a des caractéristiques très caractéristiques là, qui font en sorte que si vous le faites vous-même, vous pouvez voir si l'entrée d'eau est en plomb. C'est sûr que ça ne remplace pas les prélèvements, ça ne remplace pas l'entièreté du dépistage qu'on fait, mais si vous le faites et que vous voyez immédiatement du plomb, bien, vous pouvez nous contacter, puis à ce moment-là, nous, on peut envoyer quelqu'un pour confirmer, puis votre dossier avance déjà. Sinon, après une longue période de non-utilisation, on vous recommande de faire couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle soit fraîche avant de la consommer. Par exemple, le matin, avant de vous lever, l'eau a stagné dans la tuyauterie pendant peut-être 8 à 10 heures. C'est sûr qu'à ce moment-là, on recommande toujours de laisser couler l'eau froide, attendre qu'elle devienne fraîche avant de la consommer. Comme ça, vous pouvez éviter de consommer de l'eau qui a été en contact avec la tuyauterie métallique pendant plusieurs heures, qui a stagné, qui pourrait y avoir eu du développement microbiologique. C'est une bonne pratique générale. Si jamais vous n'aimez pas le goût du chlore, il est possible de prendre un pichet et de le garder au réfrigérateur.
Donc, garder le pichet d'eau au réfrigérateur fait en sorte que le chlore s'évapore très rapidement, donc on ne goûte plus, il n'y a plus d'odeur. Puis ça fait aussi en sorte que l'eau est froide dès qu'on en a besoin, on n'a pas besoin de laisser couler l'eau. Pour ceux qui seraient vraiment, vraiment très inquiets là, de la présence de plomb, sachez que le pichet d'eau qui est fourni par la ville pour l'enlever est aussi disponible dans les magasins grande surface. Donc, c'est possible de s'en procurer un avant même qu'on fasse le dépistage. C'est pas quelque chose qu'on recommande nécessairement, mais c'est quelque chose qui est disponible et que vous pouvez faire. Puis finalement, une autre recommandation qu'on vous fait, c'est de ne jamais utiliser l'eau chaude pour cuisiner ou pour boire. Donc, l'eau chaude est chauffée et le fait de chauffer l'eau favorise généralement le développement microbiologique. C'est pas quelque chose qui est considéré potable. Donc, quand on cuisine, même si on doit faire bouillir l'eau, on vous recommande de partir avec de l'eau froide, de la faire bouillir, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas une concentration très élevée de métaux dedans ou de bactéries qui ont pu se développer. Donc, ça ferait le tour pour les bonnes pratiques. Je crois qu'on serait rendu à la période de questions. Présentation, très intéressant. Alors, comment ça fonctionne pour les questions? C'est très simple. On va alterner les questions en salle et les questions en ligne. Nous avons à peu près 70 personnes en ligne, une quarantaine en salle. Alors, on fera le va-et-vient assez facilement. Pour que les personnes en ligne puissent vous entendre, pour les personnes en salle, ça va prendre absolument l'utilisation du micro. Comme ça, ils vont bien pouvoir entendre votre question. Ils ne vous verront pas, mais au moins, ils entendront la question. Puis souvent, les questions que vous posez, ça rejoint plusieurs personnes. Peut-être simplement vous nommer et poser votre question, puis on a les spécialistes pour répondre. Pour les gens en ligne, un petit ajout, là, vous pouvez utiliser la fonction « lever la main ». C'est vraiment une émoticône avec une main levée, vous appuyez dessus et Sayana va vous permettre de venir poser votre question. Sinon, on a l'outil Q&R, donc questions et réponses. Alors, vous pouvez aussi écrire votre question dans cet outil-là. Alors, comme vous le sentez, il n'y a pas de souci. J'aurais peut-être juste une petite demande Oui, supplémentaire. allez-y. En fait, Madame Pelletier vient de vous demander de vous nommer quand vous arrivez au micro, mais ça nous serait très utile aussi si vous pouviez identifier la rue sur laquelle est située votre propriété. Donc, comme ça va nous permettre de peut-être mieux contextualiser là, la situation qui est propre à votre dossier. Oui, bonne idée. Et je vois qu'on a une personne au téléphone. Pour la personne au téléphone, vous pourrez faire étoile 5 pour lever la main et étoile 6 pour désactiver ou activer le micro. Mais commencez par étoile 5 et si vous apparaissez, on vous répétera la consigne. Alors, on peut commencer par une question en salle. Je pense que monsieur, vous étiez prêt à... Oui? Oui. Oui, vous êtes le premier. Puis après ça, on ira en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Michel Pellerin, 1120 Châtellerault. La question est un peu simple, une question de santé, en fait. On parle du plomb, c'est important de l'enlever. Moi, ça fait 45 ans que je demeure au même endroit, que je bois la même eau. Et je pense avoir pas trop de plomb ou assez, suffisamment de plomb. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi les impacts sur la santé qu'on a? Pour justifier le programme, dans le fond. Bien, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que oui, en soi, le plomb, c'est nocif. Il y a des seuils qui amènent une certaine toxicité, autant pour les adultes que pour les enfants, mais la grosse particularité, surtout au seuil de concentration auquel on a là, de viser par rapport à la réglementation, c'est surtout les jeunes enfants. Donc, les jeunes enfants de 0 à 6 ans, ils ont une capacité de concentration et d'absorption du plomb qui est beaucoup plus élevée que pour les adultes. Et ça compte aussi également pour les femmes enceintes par rapport à tout ce qui est de la relation avec le fœtus, puis aussi pour les mères allaitantes, donc au niveau du transfert du plomb. Puis l'impact que ça a par rapport à la santé, c'est justement par rapport au développement cognitif, par rapport à des déficiences cognitives qui sont répertoriées. Dans les dernières études aussi, il semblait faire des liens avec les troubles de déficit d'attention. Donc,
considérant les impacts que ça a pour les futures générations. C'est pour ça qu'on trouve qu'il est très, très important qu'on fasse le ménage au niveau des infrastructures qu'on a sur notre territoire pour faire sûr, dans le fond, que les jeunes enfants, on protège, dans le fond, on leur assure le maximum de leur capacité pour le futur. L'autre élément aussi qui est à considérer, c'est que selon les territoires où on se situe, c'est sûr que l'eau en soi va avoir un impact par rapport à ses caractéristiques. On le sait que l'eau de Charlesbourg, de Beauport vont avoir une certaine propension à être plus agressive que si on prend l'eau de Sainte-Foy. Puis l'agressivité de l'eau va faire en sorte que bien, ça peut avoir une certaine, je dirais, propension à solubiliser davantage les métaux. Donc, vu que c'est un problème de contenant et pas de contenu, bien, c'est pour ça que c'est très, très, très important qu'on règle ça à la source. Puis, vous savez, en tout cas, moi, à ma connaissance, là, c'est très, très, très rare que pour un propriétaire, on a à remplacer les services d'alimentation en eau potable d'une propriété. Donc, le but, c'est de faire en sorte que bien, le jour où vous aurez à vendre votre propriété, bien, la nouvelle famille qui s'y installera, qui élèvera ses enfants, bien, soit protégée pour le futur. Merci. Merci pour votre question. On va passer à 2 questions en ligne. Je commencerai par Mme Boulay. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Super, messieurs, mesdames, merci beaucoup pour cette séance d'information-là, très constructif. Mon inquiétude, en fait, c'est par rapport aux dates, parce que j'ai cru comprendre dans votre Q&R que toutes les maisons avant 1980 avaient un potentiel d'avoir du plomb. Oui. Et plus tard, là, il y avait les ronds rouges, les ronds verts, où on mentionnait que c'était tout ce qui était 1950. En termes de date, je suis un peu confuse, je vous avouerai. Alors, en fait, je vous dirais que le fait d'avoir une canalisation en plomb pour le raccordement de votre résidence, c'est beaucoup une question de, je dirais, de facilité et de choix lors de la construction de la résidence. Donc, ce qui pouvait peut-être venir justifier l'utilisation du plomb versus le cuivre, ça pouvait être une question monétaire. Donc, il n'y avait pas vraiment de règle à savoir si, supposons que c'était plus une période en question du plomb ou du cuivre, c'est vraiment en fonction, de la disponibilité du matériel, puis en fonction des choix qui étaient propres à la période en question. Donc, il devait peut-être avoir des périodes où c'était peut-être un petit peu plus la mode d'utiliser le plomb, dont, entre autres, la fameuse période de la Deuxième Guerre mondiale, où le plomb était beaucoup plus disponible sur le marché que les autres matériaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en 1980, le Code de la Régie du bâtiment a adopté une prescription pour interdire justement l'utilisation du plomb comme matériel pour raccorder puis utiliser comme canalisation pour le transport de l'eau potable. C'est pour ça qu'on a vraiment un moment charnière au niveau de la période de dépistage. C'est qu'on sait qu'en théorie, toutes les maisons qui ont été construites après 1980, s'il y a du plomb, c'est pas associé au branchement d'aqueduc, mais c'est associé aux consommables ou aux accessoires associés à la plomberie, la soudure, les robinetteries, les joints, ainsi de suite. Mais ça dépasse le cadre de la portée de notre réglementation. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre vraiment particulièrement dans les années qui sont antérieures à 1980. Puis, je pense qu'il y a ma collègue tout à l'heure qui le disait, dans certains cas, on a eu des surprises. On est arrivé dans des quartiers que l'âge moyen des bâtiments était inférieur à 1970, puis qu'il y avait eu des renouvellements, des destructions d'anciennes propriétés, des constructions de nouvelles propriétés en utilisant les vieux branchements. Puis c'est là qu'on a eu la constatation que pour une maison qui affichait un âge bâti de 2005, bien, on avait un branchement qui était encore en plomb. Mais ce n'est pas, je dirais, la majorité des cas. Donc, sur votre présentation de l'image plus tard, un petit peu quelques acétates plus loin, vous disiez qu'il y avait 5000 propriétés, 1500 seront évaluées. Oui. Tout ce qui est en deçà de 1980 sera évalué, de ce que j'entends. Oui, vas-y. Dans le fond, les 5000 propriétés, c'est toutes des propriétés d'avant 1980. Par contre,
comme on disait, dès que c'est en haut de 1900, tu sais, dans ce qu'on montrait dans toutes les statistiques, en 1950, 60, 70, les probabilités diminuent vraiment énormément. Fait que nous, ce qu'on a vu, c'est vraiment, on a comme une limite de 1955. Dès que 1955 atteint, on descend en bas du 1 de branchement en plomb. Donc, c'est vraiment peu. Puis c'est là les petits points verts là, que ça représente. Fait que tous les points en tant que tels, c'est les 5000 points. Puis sur ces 5000 points-là, on va faire 1500 maisons qu'on va dépister, mais tous ceux qui sont en rouge vont être priorisés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, donc on ne sait pas encore à ce jour si on sera dépisté. Normalement, si vous avez reçu le carton, vous êtes dépisté, puis sur le site de la consultation publique, il y a toute la liste des adresses que vous pouvez consulter. Fait que je pense que sur le pamphlet, il y avait même le lien. Oui. Fait que vous pouvez aller voir, puis ça, c'est les adresses qui seront dépistées cet été, mais normalement, vous avez reçu le carton, vous êtes dépisté à peut-être quelques exceptions près, mais la liste sur le site de la ville, c'est la meilleure façon là, de le savoir. Ça répond entièrement à ma question. Puis peut-être aussi, juste pour repréciser pour l'ensemble des gens, le secteur qui est identifié ici, on parle bien de 5000 propriétés, mais comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt dans le cadre de la présentation, c'est que dans le cadre de la campagne de dépistage dans le secteur de Charlesbourg, on applique une méthode statistique. Donc, il y a 20 des propriétés qui vont être échantillonnées parce qu'à la lumière des données qu'on dispose, bien, le risque en fonction de l'âge du bâti est plus bas que dans d'autres secteurs de la ville. Merci beaucoup, Mme Boulay. Oui, merci beaucoup, j'apprécie. Oui, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, on serait rendu à Mme Dubuc. Vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Oui, bonjour. J'habite sur la rue des Pinsons, à Charlesbourg. Il y a quelques années, j'ai changé toute ma plomberie de cuivre en PEX. J'ai changé mon entrée d'eau en PEX, donc côté privé. Fait que, tu sais, quand j'isole mon eau à l'intérieur de la maison, ben on voit bien que l'arrivée est en PEX. Fait que, est-ce qu'à ce moment-là, c'est si nécessaire d'aller creuser un diamètre d'1 pied dans ma rocaille si on sait que c'est du PEX côté privé? Parce que vous disiez que vous allez creuser un trou d'1 pied privé et public. Par curiosité, est-ce que vous êtes dans une résidence unifamiliale? Oui, unifamiliale. Donc, il y a plus de chances, je vous dirais, madame, qu'on aille faire un échantillonnage de l'eau et non pas une hydroexcavation. Okay. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas intrusif du tout là, par rapport à votre aménagement. OK. Ah, bon. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, de ce que j'en comprends, puis peut-être que vous pourrez me détromper, mais c'est qu'à partir de la valve d'arrêt dans votre sous-sol, votre tuyauterie est en PEX. Mais c'est possible que dans le sous-sol, à l'extérieur, donc dans la partie du branchement privé, mais à l'extérieur de votre résidence, que normalement, ça devrait être en cuivre, parce que non. La nature des matériaux devrait être utilisée, devrait être en cuivre. Non, ben non, parce que mon entrée d'eau, elle a été remplacée, est neuve. Ben là, je sais pas, je me souviens plus ça fait combien d'années, mais ça fait, mettons que ça fait une dizaine ou une douzaine d'années, mettons. Fait que c'est censé être en PEX jusqu'à la vanne d'eau de la ville. OK. Bien, on est quand même surpris. Je regarde M. Couillard en avant de moi qui est habitué de faire des travaux de remplacement sur les branchements de service. Là. Mais ça reste, madame, que considérant que vous êtes dans une résidence unifamiliale, bien, ce qui va être préconisé, c'est vraiment une méthode de dépistage par prélèvement d'eau. Donc, à ce moment-là, ça ne viendra pas altérer votre aménagement extérieur. Puis, dans ce cas-là, considérant que vous avez déjà fait des travaux, bien, il y a de très, très, très fortes chances qu'à ce moment-là, les résultats vont se révéler totalement conformes et qu'il n'y aura pas de plomb qui sera présent. Puis, ça viendra seulement reconfirmer, dans le fond, que votre résidence ne présente pas de problème. Sauf que si du côté de la ville, de la rue à la vanne d'entrée d'eau, du côté de la ville, si ce côté-là est en plomb, ben là, vous allez Mais vous dites que vous allez faire juste une rue dans Charlesbourg, est identifiée sur votre site?
Non, on fait 1500 maisons. Fait qu'on fait. Non, pas rue, mais vous avez dit tantôt, vous allez faire un remplacement de conduite de distribution. Il y en a un là, présentement de planifié cette année qui a été dépisté dans les années antérieures. Donc ça, c'en est un qu'on a déjà fait, qu'on a trouvé l'année passée, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est que si, supposons que dans le prélèvement qu'on fait, ça se révèle qu'il y ait du plomb dans la partie publique de votre branchement de service, bien là, à ce moment-là, la Ville va prendre à son compte le remplacement, puis il va planifier avec vous la visite là, pour s'assurer de compléter les travaux, puis ça sera fait aux frais de la Ville. OK, merci. Puis justement, il y a Valérie qui demandait, avec l'hydroexcavation, qui est responsable de reboucher le trou? Normalement, la remise en l'état, c'est la Ville. Donc, à partir du moment où on fait une intervention, on remet en l'état pour pouvoir justement là, assurer le minimum d'impact par rapport à vos aménagements. Parfait, merci. Alors, s'il n'y a pas de questions en salle, j'ai quand même Valérie qui demande... Il y en a des questions en salle. Présentez-vous au micro, bienvenue. Bonsoir, Gilbert Tremblay, rue du Vignoble. Alors, si j'ai une maison, une résidence familiale, sur la rue du Vignoble, donc, si le branchement, si on constate que le branchement extérieur là, est correct, n'est pas en plomb, mais que quand après analyse, là, après la visite du dépisteur, si on constate qu'il y aurait quand même des risques de plomb, qui proviendrait à ce moment-là, possiblement, soit d'accessoires ou des soudures dans la plomberie. Parce que comme moi, ma résidence date des années 1970, j'aimerais savoir tout d'abord, justement, est-ce qu'au niveau des soudures pour la tuyauterie en plomb, est-ce exact que dans ces années-là, la composition des soudures est différente de la composition des soudures qu'on fait de nos jours? Alors, quelle est la différence? La principale différence, c'est que dans le passé, c'était un liant qui était composé à 50% de plomb et d'étain. Oui. Maintenant, c'est un matériel qui est encore disponible dans les produits, les magasins de grande surface. Là. Il faut faire attention d'ailleurs, c'est peut-être une précaution à prendre là, si vous faites des travaux à la maison puis que vous allez chez Canac ou Renault Dépôt ou autre. Là. Puis, à ce moment-là, dépendamment de la qualité de la soudure, bien, il pouvait y avoir du matériel liant qui pouvait rentrer à l'intérieur de la canalisation. Fait que ça pouvait faire en sorte qu'il y ait une surface de plomb éteint qui pouvait être en contact direct avec l'eau. Puis sinon, bien, il y a aussi, dans les années que vous mentionniez tout à l'heure, toutes les composantes en laiton. Que ce soit les robinetteries, les raccords, les connecteurs qui étaient utilisés aussi pour les plomberies. Il y a eu une grande évolution aussi par rapport au taux de contamination en plomb qu'on avait dans les années 50 à 70 dans l'étain versus aujourd'hui où maintenant il y a des nouvelles normes plus serrées qui viennent restreindre la possibilité de trouver du plomb à l'intérieur de cet alliage-là. Oui. Donc, bon, mais si jamais justement les analyses révèlent qu'il y aurait une petite proportion de plomb là, à l'intérieur circulant, à l'intérieur des conduites domestiques, et puis que, mettons que ça n'est pas dû à des accessoires, mais ce sera dû uniquement à des soudures en quelque part dans la tuyauterie, bon, qu'est-ce qu'il y a... La portée, vous voulez dire, quelles seraient les obligations? Quelle est la solution ou les obligations à ce moment-là? En termes d'obligations, le règlement qu'on dit le RVQ 2884, là, qui est directement associé au programme d'élimination du plomb dans l'eau potable, lui, il est uniquement, il concerne uniquement le branchement d'aqueduc. Ça veut dire entre la conduite d'aqueduc et votre résidence, la valve d'arrêt au sous-sol. Donc, c'est sûr que nous, notre principale attention qui est portée, c'est sur cette partie-là, oui. Parce qu'il y en a une partie qui nous appartient, puis il y en a une partie qui vous appartient. Donc, nous, c'est sûr que s'il y a du plomb qui est détecté à ce niveau-là, puis quand on fait le protocole de dépistage, on est capable d'aller voir dans quelle portion de la canalisation on se situe avec nos analyses. Bien là, à ce moment-là, vous avez l'obligation de faire les travaux pour corriger le branchement d'aqueduc.
Admettons qu'on trouve du plomb, mais qui serait plus associé à la partie de la plomberie domestique, donc qui est à l'intérieur de votre résidence, mais à ce moment-là, vous n'avez pas l'obligation de faire des travaux correctifs. C'est sûr qu'a priori, à partir du moment où vous en êtes informé, bien, on vous recommande d'utiliser les moyens qui s'apprêtent pour que vous puissiez vous protéger puis vous prémunir contre une exposition de plomb. D'accord. Et puis, si on regarde l'autre possibilité, là, mettons qu'on détecte que quelque part dans les branchements extérieurs, il y a des parties de conduite en plomb. Est-ce que tant que les travaux n'ont pas été faits, est-ce que ça veut dire que ça peut affecter la valeur de la maison? Et puis, même quand vient le temps de vendre la maison, que si ça n'est pas déclaré, ça devient plus ou moins un vice caché? Je vous dirais que c'est sûr qu'on n'a pas fait d'analyse sur, je dirais, les impacts sur la spéculation de la valeur ou du rôle d'évaluation de votre résidence. Admettons qu'il y ait un branchement en plomb. Toutefois, je pense que c'est dans les bonnes pratiques de ramener l'information, d'autant plus si vous avez l'intention de vendre votre propriété, parce qu'on a eu quand même quelques situations où justement, il y a eu des transferts de propriété durant la période où la personne a été avisée, puis la limite de période de temps pour réaliser le remplacement du branchement. Puis le nouveau propriétaire ou la nouvelle propriétaire n'avait pas été informé. Puis là, ben, c'est le suivant qui hérite la situation. Puis là, ben, son seul recours, c'est probablement de se retourner puis de faire une poursuite vers l'ancien propriétaire. Donc, je pense que dans cette mesure-là, ça peut avoir une incidence. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le coût d'un remplacement d'un branchement privé, en moyenne, on parle de 5 000 à 6 000 $ pour procéder aux travaux. Puis, normalement, quand vous prenez votre permis et que les travaux sont réalisés conformément au règlement, bien, vous êtes éligible à une subvention qui peut aller jusqu'à 2 500 $. À partir du moment où le coût du remplacement dépasse 2 500 $, vous avez le 2 500 $. C'est ça que je veux dire. Donc, ça vous permet déjà d'amortir pratiquement 50 % des coûts qui sont associés au remplacement. Donc, c'est sûr que l'investissement est quand même pas négligeable, mais je pense que pour avoir l'esprit tranquille et pouvoir se permettre de faire le transfert de propriété, je pense que ça peut être un avantage pour vous, en plus de sécuriser l'acheteur qui pourrait prendre possession de la propriété par la suite. D'accord. Puis dernière question. Si le problème est au niveau du branchement, de la partie branchement public qui sera en plomb, à ce moment-là, aussitôt que c'est détecté, à quel moment, quel délai s'écoule avant que la Ville vienne faire les travaux requis pour les travaux correcteurs? Normalement, ce qu'on essaie, c'est d'être aussi exemplaire que ce qu'on demande pour le citoyen. Donc, on est aussi imputable du délai de 4 ans, sauf que dans notre logistique à l'interne, ce qu'on a décidé de prioriser, c'est que on fait le dépistage pendant l'année courante et l'année subséquente, on fait la planification des travaux. Donc, ça nous permet de rester dans une cadence qui est raisonnable par rapport aux travaux à réaliser, puis c'est beaucoup plus facile à planifier. Donc, normalement, si votre branchement portion publique serait détecté en plomb cette année, il y a des très, très bonnes chances que ça puisse être remplacé dans la prochaine année. Oui. Est-ce que ça peut être coordonné aussi avec des travaux d'asphaltage de prévu dans la rue ou pas? Ça pourrait, mais là, je ne veux pas m'engager parce qu'on ne connaît pas tous les projets associés aux infrastructures du service de l'ingénierie, mais c'est sûr que quand on a déjà des travaux, des chantiers qui sont planifiés, bien souvent même, le dépistage, on le fait par opportunité. Fait que quand il y aurait une question de remplacement, si on était passé avant pour faire justement le dépistage, puis qu'il y aurait des travaux l'année prochaine, bien, probablement que ça rentrerait dans la même logique aussi. Bon, ça va, merci beaucoup. Bien, merci. Merci pour vos questions. Alors, vous venez au micro. En attendant, je vais lire les questions de M. Zéphirin qui se demande ma valve d'entrée d'eau a été changée par la Ville il y a moins d'1 an. N'est-il pas possible, à partir du rapport des travaux, d'identifier les matériaux de tuyauterie présents? Bien, là, c'est sûr que si vous avez la documentation puis qu'on en a été informé, ce que je vous suggère, c'est qu'à ce moment-là, que vous nous contactiez via le 3-1 pour qu'on puisse faire les vérifications, puis que si c'est conforme, à ce moment-là, on pourra aviser en conséquence.
Puis une dernière question là, de Valérie qui dit leur canalisation d'entrée d'eau a été remplacée en 2000. Alors, est-ce qu'ils vont être dépistés quand même? Oui, malheureusement. On le sait que la sensibilité qu'on a par rapport à la nature des matériaux, c'est quelque chose qui est relativement récent. Vous avez vu tout à l'heure, mon collègue vous a présenté un tableau pour pas l'évaluation, mais l'évolution de la norme dans le temps. Donc, en 2000, on était encore à une norme de l'ordre de 50 microgrammes par litre. Donc, aujourd'hui, on est rendu à 10 fois inférieur à ce type de norme-là. Et comme mon collègue le disait aussi, on est susceptible d'abaisser encore cette norme-là dans le futur. Donc, on est beaucoup plus vigilant maintenant quand on tombe sur des canalisations qui sont en plomb de procéder au changement, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les années 2000. Donc, c'est pour ça que même s'il y a eu des travaux qui ont été faits à cette période-là, il n'y avait pas d'obligation à cette période-là de corriger une situation telle qu'un branchement en plomb. Donc, on va quand même s'assurer de faire le dépistage. Alors, merci beaucoup. Ça répond aussi à la question de monsieur ou madame Vaudreuil. Alors, à vous, madame, merci. Oui, bonsoir, Anne Picard. J'habite sur Boulevard Jean-Talon-Est. Je suis allée consulter votre site. Je sais que ma propriété va être dépistée. Moi, je sais où est mon entrée d'eau de la maison, parce que j'ai dû la faire fermer pour faire des travaux. Mais j'ai aussi une bonne fontaine sur mon terrain. Je me demande, est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que je suis branchée aussi sur la borne fontaine? Est-ce que si oui, ce bout-là de tuyau va-t-il être évalué? Je regardais mon collègue qui me fait un signe que non. Normalement, le raccordement de la borne incendie est différent du raccordement de votre propriété. OK. Donc, à ce moment-là, ça n'a pas d'incidence. C'est sûr et certain que la borne incendie est connectée sur le réseau d'aqueduc, mais normalement, ce n'est pas considéré comme un point de distribution ou d'alimentation en eau potable. Et si, supposons que c'était le cas, pour des raisons temporaires d'alimentation, il y aurait une vérification de la qualité de l'eau qui serait faite à ce moment-là. Donc, a priori, il n'y a pas de motif pour nous, à court terme, de faire une vérification de la borne incendie, mais sachez que c'est deux conduites totalement différentes. OK, parfait. Ça répond à mes questions. Merci. Merci pour votre question. Alors, madame Cuccinelli, vous pouvez ouvrir votre micro. On va pouvoir vous entendre. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, mon nom est Gabriella Cuccinelli et j'habite sur le boulevard Mathieu. Moi, en fait, j'avais des petites questions. C'était en fait, de ce que je comprends, vous m'entendez bien, oui? Oui. Oui, OK, super. De ce que je comprends, le plomb est relâché dans l'eau de façon constante pendant des décennies, pendant des siècles, parce qu'on parle des maisons qui sont bâties dans les années, mettons, dans les années 40, puis qui relâchent encore la même quantité de plomb en 2025. Je dirais que c'est une vision simple un peu de la situation parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont faire varier la libération du plomb. Il y a la période de stagnation de l'eau qui va faire en sorte que pendant la nuit, vous pourriez avoir un peu plus d'enrichissement de plomb dans votre eau parce que l'eau reste stable et stagnante dans vos conduites. Ensuite, il y a la température. Donc, en conditions hivernales, le plomb est moins facilement libéré qu'en période estivale. Et il y a aussi d'autres considérations, je dirais, en termes de vitesse d'écoulement d'eau, puis les caractéristiques aussi de l'eau potable qui vont fluctuer aussi en fonction des saisons. Fait qu'il va y avoir un bruit de fond, mais qui est susceptible de varier en fonction de différentes conditions. Si je peux me permettre aussi, l'âge de la tuyauterie va avoir un gros impact. Donc, avec le vieillissement, le plomb pourrait avoir tendance à se libérer de plus en plus, puis c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a 75 ans, mais qu'aujourd'hui, on voit. Excellent point. D'accord. J'avais tendance à croire le contraire. Plus ça allait, plus elle allait s'estomper. Non, malheureusement pas. C'est bon, c'est bon. Ce serait trop c'est bien. Vous dites de pouvoir déterminer de quel endroit le plomb vient, si c'est de la partie publique ou de la partie privée, selon vos tests. Oui. Pouvez-vous un petit peu développer là-dessus, s'il vous plaît? Oui, je vais laisser mon collègue vous expliquer plus en détail, là, justement, le principe du dépistage. Oui. Merci.
Dans le fond, ce qui est fait, c'est que lorsqu'on fait le dépistage, on commence par prendre des mesures de la tuyauterie, trouver la longueur du branchement, puis le volume d'eau qui peut être contenu entre le point d'échantillonnage, qui est généralement le robinet de la cuisine, puis l'entrée d'eau. Puis également la longueur du branchement sous le sol, qu'on est capable d'avoir accès par nos données corporatives, la carte interactive qu'on a. Puis ce qui est fait ensuite, c'est qu'en fonction du débit, on calcule les temps de prélèvement nécessaires pour qu'un échantillon corresponde à de l'eau qui est située dans la partie publique ou dans la partie privée du branchement. Je donne un exemple. Si on sait, par exemple, que après 15 secondes d'écoulement au robinet de la cuisine, il est passé 30 litres d'eau, puis que le volume d'eau contenu à l'intérieur du bâtiment est de 30 litres, bien à ce moment-là, on sait que l'échantillon qu'on va prendre après 15 secondes, c'est de l'eau qui était contenue dans la partie privée. Donc, en laissant stagner l'eau pendant 30 minutes dans la tuyauterie et en prélevant l'échantillon après 15 secondes d'écoulement, on va avoir une eau qui est en contact pendant 30 minutes avec la partie privée. Puis, s'il y a du plomb, il va s'être relâché légèrement dans l'eau et on va être capable de le détecter. On s'entend que c'est une quantité très faible qu'on détecte. Nos appareils sont capables de détecter jusqu'à 10 nanogrammes par litre d'eau, ce qui est difficile à se représenter là, tellement c'est petit. C'est très, très faible. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais avoir, c'est qui les compagnies qui font les travaux? Est-ce que c'est des compagnies de plombiers? Si on parle des travaux sur la partie publique, ça va être des entrepreneurs, pas les entrepreneurs, mais ça va être les employés de la ville qui vont procéder au remplacement puis à la correction du branchement. Quand c'est la partie privée, mais ça relève de votre responsabilité de mandater un entrepreneur pour ce faire. Puis, pour vous faciliter un petit peu la tâche, on a quand même certains entrepreneurs là, qui sont identifiés auprès de nous là, comme étant des entrepreneurs certifiés puis habilités à faire ce type de travaux-là. Et sur demande, bien, on pourra vous donner une liste là, qui pourra vous guider dans votre démarche auprès des entrepreneurs. OK, d'accord. Merci beaucoup. Petite dernière question, après je vais avoir terminé. Ce que je comprends, c'est que présentement, la ville n'a pas une connaissance certaine de qu'est-ce que c'est conduite à elle en plomb ou non. Je veux dire, ça se peut que des gens ont déjà fait des remplacements de leur entrée d'eau jusqu'à la partie publique, mais qui se sont branchés sur une partie en plomb, si je comprends bien. C'est possible. Public. C'est possible, puis je vous dirais qu'on a vu même plus compliqué que ça. On a déjà vu des branchements qui étaient en plomb dans la partie privée ou dans la partie publique, que par le gel, elles se sont brisées, peut-être une petite section, qu'on a fait la réparation à la va-vite, donc on a mis du cuivre, puis là, on se ramasse avec des branchements parfois qui sont marbrés. Donc, je vous dirais que le cas idéal, c'est quand la partie publique et la partie privée est en plomb. Mais on est suffisamment expérimenté maintenant pour vous dire que c'est pas tout à fait ce qu'on voit sur le terrain. OK, d'accord. Ben, j'ai terminé avec mes questions. Merci beaucoup pour la belle réponse. Merci à vous. Et vos réponses. Merci. Merci. Alors, on pose ça avec une personne en salle. Mon nom est André Fleury. Je suis à la rue Châtenoir, dans le Haut-Charlebourg. Moi, je suis dans un développement qui a été construit en 1974. Toute la rue au complet a été bâtie la même année. Est-ce que, s'il y en a une qui a des problèmes, on risque que le quartier au complet ait le même problème? Pas nécessairement. Des fois, il y a des conglomérats ou des développements immobiliers que c'est tout le même entrepreneur là, qui a construit. Dans ce temps-là, il y a peut-être un peu plus de chance que ce soit les mêmes types de matériaux qui aient été utilisés. Mais si c'est des constructions individuelles qui ont été faites de façon autonome, à ce moment-là, il y a moins de liens de cause à effet là, par rapport à un branchement égale toute une rue non conforme. Mais ça serait possible que si votre entrepreneur a construit l'ensemble des lots dans votre rue, qu'il a utilisé les mêmes matériaux. Cependant, la 1974, on est quand même très, très tard dans la période. À mon sens, à moi, il y a quand même peu de chances qu'il ait utilisé des matériaux en plomb. OK. Donc, mais si vous en détectez un qui serait dans notre rue, qui serait en plomb, est-ce que vous allez pousser plus l'échantillonnage de la rue complète à ce moment-là? C'est ça? En fait,
je dirais, la propension de la méthode statistique qu'on applique, c'est que notre hypothèse, c'est que quand on s'en va dans un secteur, on en prélève 20 puis si on ne trouve pas de plomb, c'est qu'il y a quand même de bonnes chances qu'il y ait très peu de plomb dans le restant du secteur. Mais si on se trouve à trouver un branchement en plomb, ça veut dire que notre hypothèse, elle est KO. Donc, on se redoit de refaire un échantillonnage d'un autre 20 pour aller vérifier. Puis, c'est sûr que les guides qui nous sont transmis par le ministère pour, justement, faire la vérification terrain nous indiquent que si on trouve un branchement dans un secteur, bien, c'est qu'on a avantage à aller explorer à proximité qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir au moins un dépistage dans une des maisons de la rue Châtenois? Habituellement, quand on fait la rue pas mal au complet. On s'assure que la rue est couverte en grande partie. Puis on a sélectionné des rues un peu partout à travers un quartier pour avoir une représentation. Puis comme Christine le dit, si on découvre un plomb, par exemple, bien là, on va y retourner pour en faire un autre 20 puis pour s'assurer qu'on n'en trouve pas d'autres. Merci. Merci pour votre question. Ça répondait justement à une personne qui a 10 minutes à poser la même question que vous. Si on détectait du plomb dans une rue, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, la question a été répondue en ligne et en présence, en salle. Alors, une question rapidement en ligne. Alors, je vais commencer par Madame Sonia Sandra. Si nous ne pouvons pas être présents lors du passage pour les prélèvements, est-ce que les prélèvements seront faits sur le robinet extérieur? Je vais te laisser répondre. Oui, effectivement, si vous n'êtes pas présent, on peut le faire au robinet extérieur, bien sûr, si l'eau n'est pas fermée puis si le robinet ne coule pas. Par contre, ça ne vous empêche pas, si vous voulez qu'on vienne le faire au robinet de la cuisine pour avoir peut-être une meilleure idée de toute la tuyauterie interne aussi, de nous appeler pour prendre un rendez-vous. Là, on peut le faire sans problème aussi à ce moment-là. On peut y aller à un autre moment, ça ne vous convient pas. Merci. Puis, il y avait Mme Lognon qui disait qu'elle habite sur la rue du Moulin des Jésuites. D'ailleurs, elle salue ses voisins. Ma vanne d'eau extérieure n'est pas visible. Est-ce que la Ville peut venir l'identifier? Oh mon Dieu! Normalement, on va passer, on va essayer de voir avec les informations géomatiques qu'on a, mais il faudrait faire une demande spéciale, c'est pour aller identifier. Peut-être que Guillaume pourrait répondre à la question. Je pense que Guillaume, Christelle, elle a le bon réflexe. Si on veut identifier la boîte de service, il faut faire une demande au 311. Okay. Il y a une équipe qui va être dépêchée pour localiser, identifier puis rendre accessible cette boîte de service-là. Parfait. Je ne sais pas si vous avez bien compris la réponse. Juste parler un petit peu plus, on entendait mal pour le... Okay. Dans le fond, il faut faire une demande au 311 pour faire localiser la boîte de service. On va peinturer cette boîte de service-là, on va la rendre accessible, puis après ça, on va être capable de l'opérer. On va même probablement la tester en même temps. Et merci beaucoup. Merci, Guillaume. D'autres questions en salle? Allez-y. Dernière question, Michel Pellerin, Châtenois. À partir du moment où il y a une vérification qui est faite et qu'il y a une analyse qui détermine qu'il n'y a pas de plomb chez nous, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un avis qui est émis, officiel, de la Ville, qui permettrait de le mettre dans le... Normalement, là, toutes les propriétés qui vont être dépistées, que ce soit dans le positif ou le négatif en termes de détection de plomb, il va y avoir quand même une lettre qui va être envoyée. Donc, une lettre attestant justement que les résultats sont conformes ou qui ne sont pas conformes. Merci. Alors, on va prendre une autre question en salle. Monsieur, bonsoir. Bonjour. Moi, je suis sur la rue des Violettes. D'une quinzaine d'années, la Ville a défait la rue au complet. Ils ont mis la machinerie, puis ils ont tout enlevé la tuyauterie. Puis moi, la maison en dedans, c'est faite avec du cuivre. Fait que peux-tu calculer, je suis bâti après 1980? C'est sûr que c'est quand même une bonne information. Donc, c'est sur la rue La Violette que vous... Des Violettes. Des Violettes. On va faire quand même une vérification, voir si on a des informations, puis si on est en mesure de retracer les plans des travaux qui ont été réalisés. Mais, somme toute, c'est une maison unifamiliale dans laquelle vous résidez. Maison unifamiliale. Fait que ce qui risque d'arriver, c'est que probablement, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va faire un prélèvement. Puis, ça va probablement juste vous confirmer que votre plomberie est adéquate puis que tout est beau. Merci bien. Merci pour votre question. D'ailleurs, Amélie Roy voulait savoir quel pourcentage des résidences dépistées ont un raccordement en plomb qui va être changé aux frais du propriétaire.
Oh, ça, Ah, ça, c'est... une bonne question. La proportion de privé public est quand même semblable. Là, on était autant dans le 6 du niveau privé que du niveau public, là, grosso modo. Là. Ouais. Merci. M. Tremblay? Gilbert Tremblay, toujours sur la rue du Vignoble. Tout à l'heure, on a dit, oui, si on est absent lors de la visite du dépisteur, les prélèvements peuvent se faire, oui, à même le robinet extérieur, mais quand même, est-ce que normalement, le dépisteur doit aussi rentrer à l'intérieur pour aller vérifier si l'entrée principale dans la maison est en plomb ou en cuivre? Ce qui va se passer, c'est qu'en faisant le prélèvement à l'extérieur, pour nous, c'est comme un premier regard qu'on va regarder. Donc, ça va nous permettre d'avoir une idée de la situation. Si on voit des traces de plomb avec le prélèvement réalisé à l'extérieur, on va vous recontacter pour planifier un rendez-vous puis aller faire un prélèvement à l'intérieur. Parce que là, ça va être nécessaire d'aller vérifier si, en effet, votre entrée est en plomb visuellement, puis d'aller prendre des échantillons qui vont nous permettre de raffiner notre analyse. Bon, d'accord. Une autre petite question, juste par curiosité. On sait qu'au niveau des conduites principales à l'extérieur, sous la rue, mais là, je ne parle pas de branchement, mais je parle de... Des canalisations, des conduites. Là. Principales à Aqueduc-Ouégou. Dans certains cas, quand elles sont problématiques, au lieu de les remplacer, on fait ce qu'on appelle, je pense, la technique de chemisage. Oui. C'est-à-dire qu'on envoie, en tout cas, un système qui va à l'intérieur de la conduite pour enrober les parois intérieures. Bon. Mais ça, est-ce que c'est pas envisageable pour des très petites conduites telles des branchements? Ou encore, ou peut-être que c'est pas envisageable de toute façon, vu que les conduites de plomb, s'il y en a, sont tellement vieilles qu'on considère que ça ne vaut pas la peine de... Non, puis ce que je vous dirais, c'est que le diamètre d'un branchement de service, c'est de l'ordre de 1 pouce et demi. Fait que c'est vraiment pas très gros. La réhabilitation des conduites par chemisage, normalement, ça prend quand même un minimum d'un bon diamètre pour pouvoir avoir accès à l'intérieur, puis que ça ne vienne pas obstruer puis réduire le diamètre de la conduite pour la circulation de l'eau. Oui. On avait envisagé cette technique-là au départ quand on avait mis sur pied le programme d'élimination parce qu'on voulait tester toutes les possibilités possibles pour essayer de réduire les impacts justement pour les propriétaires. Puis malheureusement, ce n'est pas une option qui peut être viable. Bon, ça va. Merci. Merci pour vos questions. Alors, on va passer à une deuxième question de Mme Boulay. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, merci encore. Question très technique. Vous aviez dit que cette rencontre-là sera disponible sur le site de la Ville de Québec pour les personnes qui n'ont pas pu y accéder. Est-ce que vous pourriez nous envoyer le lien à nous tous ici parce qu'il y a énormément d'informations et plutôt que d'aller fouiller sur le site de la Ville, je ne sais pas où je vais cliquer, donc peut-être un lien pour nos voisins, nos amis et tout ça? Oui, d'ailleurs, Sayana l'a fait en début de séance, mais si vous êtes branché plus tard, vous ne l'avez peut-être pas vu passer. Alors, Sayana, est-ce que tu peux le remettre sur le site, sur le QER, afin que les gens puissent le voir comme ça va être plus facile. Et pour les gens en salle, le plus facile pour accéder à cette page-là, sur votre avis porte-à-porte, que l'avis dans la feuille, vous l'avez le site Web. Vous pouvez aussi utiliser la loupe en marquant le titre de l'avis. Ça va vous amener à la réponse, à la page précise. Mais merci, Mme Boulay. C'est un bon point. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, mais c'est bien clair. Alors, on va passer à Mme Dubuc, qui aussi avait une question. Oui, toujours sur la rue des Pinsons. Il y a plusieurs années, la Ville est venue réparer la vanne d'entrée d'eau à l'extérieur parce que ça fuyait. Puis là, je me demandais, comme ils ont changé la vanne qui reliait partie publique, partie privée, ils ont dû voir quel était le matériel de la partie publique. Pensez-vous que ça serait répertorié dans l'informatique concernant mon adresse sur la rue des Pinsons, vu qu'il y a déjà eu... Est-ce que vous vous souvenez quelle année ça a été réalisé, ces travaux-là? Je m'en souviens pas comme ça, mais je pourrais le trouver dans mes papiers, là.
Mais Parce vite comme que ça, je m'en souviens pas, là. c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ben, à vous, mais surtout en réponse à une question qui nous avait été posée, c'est qu'avant 2010, disons qu'il n'y avait pas une grande sensibilité qui était portée à répertorier les matériaux en plomb qui étaient trouvés sur le territoire. Il n'y avait pas d'exigence, on ne sentait pas l'urgence de faire ces remplacements-là. Donc, ça a commencé davantage à partir de 2010, où ce que là, quand on commençait à voir justement des branchements ou des composantes qui étaient non conformes, bien, qu'on s'est donné cette ligne de gouvernance-là de faire les remplacements. Fait que ça se pourrait, si les travaux sur votre entrée d'eau a été réalisés ou la boîte de service a été réalisée avant 2010, que malheureusement, ça n'avait pas été soulevé. D'accord, je vous remercie beaucoup. Ça Merci, fait plaisir. Mme Dubuc. D'autres questions en salle? C'est clair. Personne en ligne non plus. Sayana, tu me confirmes que moi, je ne vois pas, mais je pense que ça semble complet. Oui. J'ai Madame... Oui, j'ai Cucciolini. Madame Cucciolini, vous aviez une autre question? Je vais vous... voilà, vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, on prendrait comme ça une dernière question. On finirait avec vous, Madame Cucciolini. Oui, Cucinelli, merci. En fait, concrètement, je sais que probablement, ben, en fait, ça a déjà été dit, mais concrètement, c'est quoi la prochaine étape pour les rendez-vous, pour les dépistages et tout ça? Ben, dans le fond, c'est sûr que nous, on commence la saison à Charlesbourg au début juin. Fait que d'ici début juin, il n'y aura pas vraiment d'étape qui sera faite. Quand votre rue sera sélectionnée, comme je disais, quelques jours avant, souvent la semaine avant, vous allez recevoir un avis porte-à-porte, donc qui va vous indiquer qu'on est dans votre secteur. Puis les employés vont aller essayer d'aller au moins 2-3 fois à votre résidence si vous êtes disponible. Sinon, ils peuvent le faire au robinet extérieur. Et si, lorsque vous avez l'avis, vous voulez une date précise, un moment précis, bien, vous avez toujours l'option aussi d'appeler pour avoir là, un rendez-vous à un moment et une date précise. OK. Parce que justement, au mois de juin, je vais m'absenter de la maison, mais j'aimerais vraiment que quelqu'un vienne à la maison en dedans, le robinet de la cuisine et l'entrée d'eau. Fait que ça, quand vous allez recevoir l'avis quelques jours avant, bien, à ce moment-là, vous pourriez appeler puis on pourra prendre un rendez-vous dans la semaine qui suit avec le préleveur qui peut être dans votre secteur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Alors, le mot de la fin, Christine? Oui, bien, encore une fois, un gros merci de vous être présenté, mais d'avoir également participé par vos questions, par ce que vous nous avez exprimé. C'est sûr qu'on comprend, là, on est tout à fait empathique aux préoccupations que ce programme-là peut engendrer auprès de la population, puis particulièrement par rapport aux propriétaires, lorsque, d'autant plus, il y a un branchement non conforme qui est identifié. Il y a l'aspect de faire le remplacement comme tel qui engendre quand même certains impacts financiers, puis ça, on sait que c'est jamais plaisant à prendre. Mais il y a aussi le volet au niveau sanitaire qui est à prendre en considération. Donc, c'est de vraiment garder en tête qu'au niveau de la ville, on a vraiment le souci, justement, de protéger notre génération future, de donner le maximum de chance à l'ensemble de la nouvelle génération qui s'en vient pour pouvoir être protégé contre les effets délétères de cette exposition au plomb-là. Puis, ce qu'on cherche à faire aussi en même temps, c'est pas juste de chercher de faire une chasse aux sorcières au branchement non conforme, mais c'est de vous rassurer en même temps puis de vous redonner confiance par rapport à la qualité de l'eau que vous consommez et qui sort de votre robinet dans vos résidences. Donc, si vous avez des questions, que suite à la rencontre, il y a d'autres éléments qui vous apparaissent comme pas suffisamment complets ou autres, n'hésitez pas à nous contacter via le 311 pour prendre contact avec nous. Puis il va nous faire plaisir de pouvoir répondre à ces questions-là puis à vos préoccupations. Puis je vous remercie encore une fois de vous être prêté au jeu ce soir.